Bonjour à Oui. tous, bienvenue à la rencontre des universités d'Île-de-France. Donc nous sommes 15 universités sur le territoire d'Île-de-France, donc ce qui veut dire Paris et les départements en région parisienne. Donc nous constituons un consortium de 15 universités. Donc je vais vous présenter de façon générale l'offre de formation dans les universités d'Île-de-France, mais je vais surtout vous parler de l'accompagnement que nous allons proposer, que nous proposons depuis cette année aux étudiants qui arrivent de l'étranger, les étudiants en particulier, qui ont passé leur bac dans un lycée français à l'étranger. Donc, vous allez voir dans la diapo suivante l'ensemble des établissements donc, qui participent à ce regroupement d'universités. Donc, vous voyez, hein, toutes les universités d'Île-de-France sont présentes, ainsi que l'Université des Antilles, alors qui est peut-être un petit peu plus près que vous géographiquement, mais parce que nous avons aussi un partenariat avec eux pour l'accueil des étudiants ultramarins. Et puis, les grands partenaires de l'enseignement supérieur et de l'orientation, en particulier la région Île-de-France, l'ONICEP et puis le CIDJ, donc qui accompagne aussi les étudiants. Donc, nous avons répondu donc, à un appel à projet et dans le cadre de cet appel à projet, l'AEFE donc, est partenaire et nous avons pour objectif d'accompagner le mieux possible les étudiants qui arrivent sur notre territoire en métropole. Donc, ensuite, nous allons voir dans la diapo suivante. Effectivement, comment on va accompagner les étudiants des lycées français à l'étranger et puis des territoires ultramarins. Donc, ça veut dire tout d'abord, on organise là, pour cette année universitaire, par exemple, ça va être début novembre, une journée de rencontre où dans un même espace, alors on espère pouvoir le faire cette année en présentiel puisque nous vous connaissons uniquement en dématérialisé, que ce soit pour Mexico, mais aussi pour les autres zones du monde. Donc là, on voudrait organiser un événement en présentiel où vous allez pouvoir participer physiquement et vous rencontrer donc sur votre zone Amérique du Sud, Amérique latine, hein, mais aussi sur rencontrer des étudiants des lycées français de l'étranger sur l'ensemble des zones du monde entier. Donc, on participe notamment aujourd'hui à un forum de présentation de façon générale, mais on va aussi à la rencontre de lycées de façon un petit peu plus spécifique. Par exemple, dans 15 jours, on va aller à Bogota parce qu'ils avaient une demande un peu plus précise. Enfin, on va aller à leur rencontre à travers les écrans. L'objectif, c'est que vous connaissiez un peu les universités d'Île-de-France et surtout que vous ayez conscience que nous vous attendons, que nous vous accueillerons avec plaisir et vous verrez au cours de cette présentation que vous aurez des contacts précis dans les établissements pour savoir vers qui aller lorsque vous allez arriver dans une université en Île-de-France. Et puis, on va aussi vous mettre en relation avec des associations étudiantes internationales qui pourront répondre peut-être de façon plus précise à vos problématiques de territoire et qui seront là aussi pour vous accompagner avec nous. Alors,
Vous allez voir dans la diapo suivante les grands points que l'on va aborder, notamment la spécificité de nos établissements et puis comment nous sommes répartis géographiquement, quel type de formation vous allez pouvoir trouver chez nous, quel type de diplôme. Et puis ensuite, les sites, les aides que vous allez pouvoir trouver donc, dans les universités, dans le cadre de ce programme, ce sont vraiment les services communs universitaires d'information et d'orientation qui sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours lorsque vous allez arriver en Île-de-France, mais aussi lorsque vous allez progresser dans les différentes années d'études et les services d'information et d'orientation vont vous aider à construire votre parcours de formation, à le comprendre parce que le système européen est un peu différent de votre système dans lequel vous êtes actuellement, enfin les universités dans le pays dans lequel vous êtes. Et puis, nous allons aussi vous accompagner jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à votre insertion, lorsque vous allez devoir rechercher des contacts avec les entreprises, lorsque vous allez devoir trouver un stage, à être préparé pour votre entretien, pour votre curriculum vitae, pour vos lettres. Donc, tout ça, on va vous accompagner jusqu'au bout et on va commencer cet accompagnement, je dirais, dès le mois de juillet, lorsque vous saurez que vous allez intégrer nos établissements, parce qu'on met des ressources particulières en ligne sur nos sites. Et puis, vous avez nos adresses génériques qui vous permettront de prendre contact avec nous. Alors, on va entrer directement maintenant dans le vif du sujet avec la diapo suivante, qui est effectivement que vous représentiez que l'Île-de-France donc est un territoire qui est extrêmement attractif pour les étudiants qui viennent de l'étranger, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que les grands aéroports sont à Paris, donc c'est plus facile d'atterrir à Charles de Gaulle et d'être sur le territoire francilien quand on arrive. Et puis, vous avez en Île-de-France une très forte concentration d'offres de formation, que ce soit à l'université, dans des écoles d'ingénieurs, autres types d'écoles. Donc, c'est vrai qu'on retrouve une grande majorité d'étudiants étrangers sur l'Île-de-France et c'est aussi pour vous plus facile de vous créer un réseau en fait pour vous sentir un petit peu moins seul lorsque vous allez arriver en Île-de-France et dans nos établissements. Donc, dans nos universités, vous allez retrouver tous les grands champs disciplinaires, que ce soit en sciences dures, en sciences économiques, en gestion, en droit aussi, on ne l'a pas mis là dans le diaporama, dans le domaine arts, lettres, sciences du langage. En santé, vous voyez un tout petit peu moins, parce que la difficulté pour vous, c'est lorsque vous venez faire des études de santé en France notamment, c'est comment votre diplôme va être reconnu si vous retournez dans votre pays d'origine. Donc, il y a des accords possibles, etc. Mais ce n'est pas automatique. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment dans le domaine de la santé que nous accueillons le moins d'étudiants étrangers. Alors, ensuite, vous allez voir comment sont réparties les universités. Donc, sur l'Île-de-France, on vous remet cette carte parce que lorsque l'on pense université en Île-de-France, on pense que tout est concentré à Paris, surtout que maintenant, beaucoup d'universités portent le nom Sorbonne.
mais ce n'est pas parce que vous êtes dans une université qui porte le nom Sorbonne que vous serez dans Paris intramuros. Donc, lorsque vous allez candidater dans une université, regardez sur la carte de l'Île-de-France où se trouve l'université, parce que notamment, ça a un impact sur le logement que vous allez trouver. Les transports sont assez longs en Île-de-France. Vous allez perdre beaucoup de temps dans les transports. Donc, si vous candidatez sur un établissement au nord-ouest de l'Île-de-France, Cergy-Pontoise par exemple, ou Nanterre, c'est compliqué en temps de transport si vous avez un logement qui est au sud-est parisien. Donc, ayez vraiment à l'esprit cette carte lorsque vous allez postuler et essayez de postuler, de réfléchir vraiment à la localisation géographique de l'établissement dans lequel vous allez candidater. Alors, ensuite, on va rentrer un peu plus dans le Béatrice, vous avez Madame, coupé vous êtes en mute. Vous êtes en mute. Ah non. Madame, vous êtes mutée. Oui, ok. Voilà, pardon, j'ai fait une... Excusez-moi. Donc, à la diapo suivante, vous allez voir effectivement l'offre de formation que l'on retrouve dans nos établissements. Je vous laisse, Omar. Voilà. Donc, on a dans nos 15 universités d'Île-de-France des grands champs disciplinaires. Lorsque vous allez candidater, nos formations sont regroupées par grands champs disciplinaires. Donc, vous avez art, lettres, langue, par exemple. Donc, vous allez trouver, on vous a remis des exemples, LEA, LLCR, qui veut dire langue, civilisation étrangère, cinéma. Donc, vous allez trouver cette offre de formation dans un très grand nombre d'universités, que ce soit en intramuros ou à l'extérieur de Paris. Donc, on reviendra un petit peu plus tard dans vos questions, notamment si vous avez besoin d'une référence un petit peu plus particulière. En droit, économie, gestion, vous avez les universités traditionnelles de droit, bien entendu, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris 2, Panthéon-Assas, vous avez l'université Est-Créteil, Nanterre, voilà, vous avez beaucoup d'universités qui font du droit, des universités un peu plus au sud, je pense par exemple à Évry, où vous allez aussi trouver du droit, économie et gestion. Dans beaucoup d'universités, ce sont des cursus qui sont séparés. Donc, prenez le temps de regarder si je fais économie, vers quel type de formation ensuite, vers quel type de master je veux aller. Économie, vous allez surtout, dans un premier temps en licence, être sur les grands fondamentaux de l'économie, les grands courants de l'économie, par exemple, alors qu'en gestion, vous allez être beaucoup plus sur de la gestion appliquée à l'entreprise avec des parcours en marketing, par exemple, en commerce international. Donc, faites attention lorsque vous allez faire des choix dans Parcoursup à bien différencier en fonction de l'établissement dans lequel vous postulez ce qui relève de l'économie et ce qui relève de la gestion. Donc, ensuite, le domaine sciences humaines et sociales, on va retrouver les domaines très, très classiques de l'histoire de l'art, de la géographie, de la philosophie, de la psychologie. Nous avons, nos formations ont beaucoup évolué depuis plusieurs années et vous avez des formations qui sont en sciences humaines classiques, mais qui débouchent vers
des débouchés extrêmement variés, extrêmement larges dans le monde de l'entreprise ou dans le monde des administrations. Je pense par exemple géographie. Il y a 10 ans, lorsqu'un étudiant disait je vais faire géographie, il se destinait au métier de l'enseignement. Maintenant, on fait de la géographie parce qu'on va faire de l'urbanisme, du développement durable, de la démographie. Idem de la philosophie, parce qu'on va faire de l'éthique et on va travailler dans des entreprises sur les notions d'éthique d'entreprise. Donc voilà, vraiment ça évolue beaucoup et en sciences humaines, on a des débouchés extrêmement larges vers le monde de l'entreprise et nos étudiants s'insèrent dans ces domaines qui avaient un peu mauvaise presse il y a encore 10-15 ans. Sciences, technologies, santé, on va retrouver tout ce qui est sciences dures, hein, je pense physique, chimie, biologie, tout ce qui tourne autour aussi des sciences de l'ingénieur, et puis de l'informatique et le domaine santé. C'est vrai que je pense que vous êtes un petit peu moins concernés par nos filières santé, en puisqu'ils viennent de connaître une très grosse réforme et, et qui, pour vous, seront ensuite plus difficilement applicables, retransposables lorsque vous allez arriver, retourner dans votre pays d'origine. Alors ensuite, vous allez voir dans la diapo suivante que l'université, la particularité à l'université, c'est que nous avons tout type de formation. Nous avons des formations courtes. Je pense par exemple maintenant au bachelor qui se déroule en 3 ans et qui a un diplôme très professionnalisant. À l'issue de bachelor, les bachelors se font dans des instituts universitaires de technologie. Ce sont des composantes des universités, mais vous aurez un diplôme au bout de 3 ans qui a une finalité professionnelle, même si beaucoup d'étudiants, enfin un certain nombre d'étudiants passent par l'IUT pour ensuite rejoindre des écoles d'ingénieurs, l'université et faire leur cursus en plusieurs étapes. Parce que la particularité de l'IUT, ce sont des promos petites où on retrouve un peu ce système classe que vous connaissez actuellement avec un encadrement de proximité. Alors, des formations longues que l'on connaît bien entendu, hein, puisque les formations à l'université se découpent en différents cycles. Hein, donc, la licence au bout de 3 ans. Ensuite, vous avez 2 années de plus qui vous permettront d'obtenir un master. Et puis, le doctorat que vous allez obtenir avec 3 ans supplémentaires. Donc, vous serez diplômé d'un bac+8 et vous serez docteur dans la discipline dans laquelle vous aurez soutenu votre thèse. Ce sont de plus en plus des formations en alternance. Ça veut dire que ce sont des formations que vous suivez en partie à l'université et pour une seconde partie, vous êtes dans l'entreprise, donc directement en prise avec le monde professionnel et ce qui va favoriser plus facilement une insertion rapide lorsque vous serez diplômé. Des cursus internationaux, nous avons des formations qui sont complètement en anglais, par exemple, surtout au niveau du master, et puis des cursus internationaux avec des semestres d'échange à l'étranger. Nous avons tous des partenariats avec de nombreuses universités à l'étranger. Donc vous êtes déjà des internationaux, mais peut-être que vous aurez aussi envie d'aller faire un semestre dans une autre université. Et la particularité, c'est que lorsque vous partez dans un
cursus international cadré par l'établissement, vous revenez et vous validez votre semestre parce que vous vous insérez et vous suivrez un programme de formation qui est normé et qui va être récompensé par des ECTS. On a aussi ce que l'on appelle des parcours d'excellence. Donc, ce sont des diplômes d'université qui se font souvent selon les universités en parallèle, c'est-à-dire que vous allez valider votre licence de droit et puis à côté, vous aurez aussi validé un DU du collège de droit où vous aurez eu des enseignements complémentaires dans la discipline. Nous sommes bien entendu ouverts à toutes les situations particulières, donc des étudiants en situation de handicap. Nous avons des services dédiés. Les étudiants qui arrivent en situation de handicap, tout type de handicap visible et invisible. Je suis dyslexique, par exemple. Pour nous, ça veut dire que vous pouvez être reconnu en situation de handicap. C'est anonyme, enfin anonyme, le service handicap vous identifie avec un handicap, mais ce n'est pas mis sur la place publique et vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement spécifique, par exemple un temps supplémentaire lorsque vous allez composer vos examens. Ça peut être des équipements qui sont mis à votre disposition particuliers parce que vous avez besoin de logiciels spécifiques. Donc, si vous êtes dans une situation d'étudiant en posture de handicap, il faut vous faire reconnaître dans nos établissements parce que nous vous accompagnerons pour que vous réussissiez le mieux possible. Vous pouvez être sportif de haut niveau. Donc, dans ce cas-là, vous aurez un aménagement spécifique pour pouvoir participer aux conférences, aux compétitions qui peuvent se chevaucher. Vous faites du ski, par exemple. Ben, la période de ski, c'est en hiver et c'est au moment où il y a beaucoup de cours. Donc, vous bénéficiez d'un aménagement particulier. Vous pouvez être artiste, musicien de haut niveau et être intégré dans un orchestre philharmonique, ben, on va adapter votre emploi du temps pour vous permettre de faire vos concerts et de suivre vos études. Et idem, si vous devez travailler à côté, là, l'aménagement sera par exemple une dispense du contrôle continu et vous présenterez tous vos examens en contrôle final. Donc, vous voyez, on s'adapte. Hein, vous avez une palette de formation large à l'université. J'ai oublié de dire dans des formations un peu spécifiques, nous avons des écoles d'ingénieurs intégrées dans nos établissements. Hein, ce sont les écoles Polytech, donc où vous allez suivre un cursus d'ingénieur, mais au coût d'une inscription universitaire. Et puis aussi, vous avez des écoles de commerce qui sont intégrées via le réseau des IAE. Okay. Alors, à la diapo suivante, vous allez justement, en résonance à ce que je viens de vous dire, les coûts, les frais d'inscription à l'université sont bas par rapport à ce que vous connaissez peut-être vous dans vos établissements et dans vos universités. Un coût qui est relativement faible s'explique parce que c'est l'État français qui prend à sa charge hein, l'organisation et le coût, la rémunération des enseignants, etc. Donc, c'est pour ça que les frais d'inscription à l'université, vous voyez, hein, sont assez bas. Même pour une école d'ingénieur, 600 € dans une école Polytech, alors que dans une école d'ingénieur privée, les frais d'inscription à l'année peuvent monter jusqu'à 7 000 à 8 000 €.
Alors, il y a effectivement des différences si vous êtes en fonction de votre nationalité. Donc ça, il faudra, certaines universités exonèrent les ressortissants hors Union européenne, d'autres universités ne le font pas. Donc, il faudra effectivement que bien vous renseigner sur les tarifs qui sont proposés par les universités, parce que pour un certain nombre, il y a des exonérations qui sont possibles, mais vous pouvez de toute façon aussi bénéficier de bourses justement pour compenser le prix de l'inscription si vous ne pouvez pas bénéficier d'une exonération. Mais tout est vraiment détaillé dans les rubriques inscription sur les sites des universités. Alors, à la diapo suivante, on vous invite à aller rechercher les informations dans un certain nombre de ressources, notamment une ressource qui est extrêmement importante pour vous et facile d'utilisation. Ce sont les fiches InfoLicence que nous réalisons en partenariat avec l'ONICEP. L'avantage de ces fiches, c'est qu'elles sont thématiques. Donc, c'est-à-dire que vous allez trouver les formations de droit. Et dans les formations de droit vont être listées les 13 universités, je crois, parce qu'avec les regroupements, je ne sais plus trop, qui proposent du droit en Île-de-France avec des spécificités. Par exemple, à Paris 1, nous faisons une licence droit franco-britannique, en partenariat donc avec un établissement en Grande-Bretagne. C'est très spécifique, les étudiants partent 2 ans en Grande-Bretagne et reviennent ensuite à l'université à Paris. Alors que vous avez à Nanterre une formation avec donc ce double cursus franco-britannique, mais là, les étudiants restent à Nanterre et font leurs études les 3 ans sur le campus de Nanterre. Donc, vous verrez, ces différences, hein, elles sont extrêmement bien listées et ça vous permet, dans des documents synthétiques, d'avoir vraiment un panorama extrêmement large de toutes les formations et de comparer les formations qui sont présentes dans les différents établissements. Et surtout, vous avez les adresses des services d'information et d'orientation qui sont à vos entrées, vos contacts et auprès de qui vous pouvez envoyer des messages et puis les services ont l'habitude de répondre et répondent aux messages, aux mails qu'ils reçoivent. Vous pouvez aussi nous rencontrer lors des salons ou des journées portes ouvertes. Donc l'année dernière, toutes nos journées portes ouvertes étaient en dématérialisé, donc on a accueilli effectivement du coup un certain nombre de lycéens de l'étranger, mais cette année, nous allons organiser nos journées portes ouvertes en présentiel, voire de façon hybride pour un certain nombre d'établissements, mais ceux qui ne le feront pas en hybride, pour la plupart, vont enregistrer les conférences qui auront été données lors de ces journées portes ouvertes et les remettront à disposition sur les sites des différents établissements. Et puis, nous recrutons, notamment dans le cadre de nos actions avec les lycées français à l'étranger, des étudiants ambassadeurs. Et ces étudiants ambassadeurs peuvent témoigner de leur expérience à l'université. C'est bien pour vous de pouvoir rencontrer un étudiant qui a vécu la même expérience que vous. Alors,
peut-être pas forcément dans le pays dans lequel vous êtes, mais à partir du moment où on est expatrié, on retrouve quand même les mêmes problématiques. Donc, c'est intéressant pour vous de pouvoir rencontrer ces ambassadeurs internationaux. Et puis, voilà, les services d'aide à l'orientation des universités vont vraiment pouvoir répondre à vos demandes et vont pouvoir vous accompagner. Alors, voilà, de façon un petit peu plus spécifique, ce que les services d'information et d'orientation et d'insertion professionnelle vont pouvoir vous proposer. Donc, vous allez avoir, si vous le souhaitez, des entretiens personnalisés avec des professionnels de l'orientation. Donc, quand vous allez arriver dans nos services, vous allez être accueillis par des spécialistes de l'accompagnement, donc qui vont cerner votre demande et qui vont y répondre directement, ou si votre demande plus d'approfondissement, vont pouvoir vous orienter peut-être vers d'autres collègues qui seront en mesure d'approfondir votre demande pour vous apporter effectivement la réponse à toutes vos questions. Et puis, vous aurez des ateliers qui vous sont proposés, donc des ateliers, c'est-à-dire des petits groupes de 15-20 étudiants sur des thématiques spécifiques. Je pense en particulier sur la réorientation en début d'année universitaire, au moment du mois d'octobre-novembre. Si vous vous apercevez que vous n'avez pas fait le bon choix de formation, vous avez le droit de vous réorienter vers une autre formation et pour cela, les équipes vont vous accompagner. Vous allez aussi avoir des conférences qui vous sont proposées sur des thématiques plus générales. Je ne sais pas, par exemple, comment utiliser les réseaux sociaux professionnels, comment je suis présent sur LinkedIn, par exemple, qu'est-ce que je dois mettre comme information et comment je travaille mon profil. Donc, toute une série de conférences qui vous seront données. Et puis, on va vous accompagner justement aussi sur votre volonté de faire une césure, c'est-à-dire vous décidez pendant 6 mois, 1 an, de suspendre votre formation pour partir à l'étranger, pour faire du bénévolat, pour faire un stage. Donc tout ça, ça se construit, ça s'accompagne. Peut-être que vous êtes un étudiant entrepreneur, avec une volonté effectivement d'aller vers l'entrepreneuriat étudiant. Donc, on a dans nos équipes des équipes spécialisées qui vraiment vont vous accompagner dans le domaine. Et puis, lorsque vous serez avancé dans votre cursus, vous aurez probablement besoin d'un accompagnement spécifique pour tous vos outils pour aller vers l'insertion, vers la recherche de stage. Et nous organisons des rencontres avec les entreprises, soit dès votre arrivée en L1, par exemple avec des job dating, parce que vous avez besoin de travailler en parallèle de vos études. Donc, nous organisons des rencontres avec des entreprises qui recrutent effectivement des étudiants. Et puis, nous avons tous des outils, des plateformes qui ont des noms différents, selon l'université, mais qui vous proposent des offres de stage, des offres d'emploi d'été, de l'alternance et puis de l'actualité sur l'insertion et sur le monde de l'entreprise. Alors, ensuite, vous allez vous retrouver ici toutes les contacts en fait des différentes universités. Donc la région Île-de-France est découpée en académies. Donc Académie de Paris
vous allez trouver effectivement les universités qui sont en intramuros. Et puis, Académie de Créteil, donc vous allez trouver les universités qui sont sur le nord, enfin nord, nord-est, sud-est, donc toute la partie est de l'Île-de-France. Et Académie de Versailles, vous allez trouver les académies qui sont de l'autre côté, à l'ouest parisien. On a fait une erreur, Gustave Eiffel, je crois qu'il est Académie de Créteil et pas, je ne suis pas certaine qu'il soit Académie de Versailles. Voilà, mais là, et à chaque fois, vous voyez, dans chaque université, vous avez un service d'information et d'orientation qui répond, qui a une adresse générique. Et vous avez derrière des spécialistes qui vont vraiment cerner votre demande, qui vont vous renvoyer des documents de référence, des sites de référence, etc. et qui sont vraiment à votre disposition pour vous accompagner. Alors ensuite, on va à la diapo suivante vous donner quelques conseils pour revenir sur les idées que l'on entend un peu trop souvent. À l'université, on ne réussit pas. Alors, à l'université, on réussit si on a conscience de l'organisation et si on travaille régulièrement. Donc, vous allez avoir une organisation en 2 grands semestres. Le premier semestre qui va se terminer en janvier avec une session d'examen et un second semestre sur le reste de l'année universitaire avec une session d'examen qui aura lieu au mois de mai et puis des examens de rattrapage en juin-juillet. Ce qui est important que vous ayez à l'esprit, c'est que à l'université, vous avez des cours magistraux, donc en amphi, des amphis qui peuvent être très importants. Dans certaines universités, vous allez avoir des amphis où il y a 800, 900 places. Mais donc ça, on est vraiment dans le cours magistral. Mais à côté de ces cours magistraux, vous allez avoir des cours en travaux dirigés où là, vous allez vous retrouver avec des groupes de 25, 30 étudiants et vous allez être en proximité avec votre chargé de TD où vous allez pouvoir avoir un véritable échange, comme lorsque vous êtes actuellement dans une classe en proximité avec votre enseignant. Et surtout, dans ces TD, vous avez une présence obligatoire, donc avec un contrôle de l'assiduité, et puis vous avez du travail régulier qui vous est demandé d'une séance sur l'autre pour vous obliger à travailler régulièrement. Donc, vous avez dans l'organisation des programmes des matières que l'on considère, ce sont les fondamentaux qui entrent dans le cœur même de votre discipline. Et puis à côté, vous allez avoir des enseignements d'ouverture qui vous permettront d'avoir une coloration sur d'autres disciplines, notamment en vue des masters que vous allez suivre ensuite après votre licence, pour déjà vous ouvrir sur autre chose. Et puis, vous avez, par exemple, des cours de langue qui sont dans les maquettes. Vous avez une première langue qui est obligatoire pour l'ensemble des formations et vous avez la possibilité de faire une deuxième, voire une troisième langue et puis des langues, une offre de langues qui est extrêmement large. On ne se résume pas à l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Vous avez vraiment toutes sortes de langues qui vous sont proposées et des langues rares comme le latin, le grec, parce que si vous souhaitez faire un cursus en histoire de l'art, c'est bien de pouvoir suivre des enseignements en latin ou en grec.
Votre formation, elle va les 2 premières années, vous allez probablement penser que vous ne vous spécialisez pas parce que ce sont les 2 premières années d'acquisition des fondamentaux. Et à partir de la deuxième année, en fin de deuxième année, notamment dans la troisième année, vous allez commencer à vous spécialiser parce que votre projet se sera affiné au cours des 2 années et vous aurez une idée un petit peu plus précise de ce que vous voulez faire. Par exemple, si on prend la licence de droit, vous découvrez le droit lorsque vous arrivez en première année. Donc, on peut vous demander de vous spécialiser. Par contre, en ayant suivi des enseignements première, deuxième année, en troisième année, vous allez commencer à savoir si vous voulez plutôt faire du droit privé, du droit public. Donc, petit à petit, ça va s'affiner. Et puis, surtout, la particularité de l'université, c'est une pédagogie appuyée et adossée à la recherche. Nos enseignants sont des enseignants-chercheurs, donc ils vont vous faire bénéficier de leurs travaux de recherche et de l'avancée de la science. Dans des disciplines qui bougent énormément, en sciences dures par exemple, où vous faites un parcours en informatique, l'informatique d'il y a 5 ans n'est pas l'informatique d'aujourd'hui ni de demain. Donc, les enseignements que vous allez avoir évoluent et s'adaptent à l'évolution et à l'avancée de la science. Donc, les aménagements particuliers, je vous en ai parlé tout à l'heure dans la diapo précédente. Alors, qu'est-ce qui est intéressant pour vous si on poursuit le diaporama? C'est effectivement comment je me fais aider. Donc, vous savez, les universités françaises ont une obligation par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche d'accompagner les étudiants vers la réussite. Donc, pour accompagner les étudiants vers la réussite, nous mettons à votre disposition un certain nombre de dispositifs. Donc, ce sont des enseignants référents. Donc, c'est un peu l'équivalent du prof principal que vous allez trouver au lycée, avec qui vous allez avoir un contrat pédagogique, donc c'est-à-dire que vous allez vous engager sur des matières que vous allez suivre parce que ça s'inscrit dans un projet personnel, un projet professionnel. Vous allez à cet enseignant référent, il va être à votre disposition. Donc, à votre disposition, donc selon les établissements, il va assurer des permanences, c'est-à-dire que vous saurez tous les mardis de 14h à 17h, il est à votre disposition dans son bureau. Dans d'autres établissements, c'est sous la forme de rendez-vous. Voilà, il y a plusieurs dispositifs, plusieurs modes d'organisation. Mais en tout cas, vous aurez un interlocuteur des équipes pédagogiques qui va vous accompagner en proximité. Vous aurez aussi des étudiants tuteurs. Je vais voir des étudiants tuteurs pour me faire accompagner, pas parce que je suis forcément en grande difficulté, mais l'université, c'est un mode de fonctionnement différent, c'est une pédagogie qui est différente. Donc, les étudiants tuteurs, ce sont des étudiants qui sont en master, en doctorat, et qui vont vous accompagner pour acquérir la méthodologie universitaire et qui vont vous aider à mieux comprendre les cours, qui ont été étudiants dans votre discipline, qui ont rencontré les mêmes difficultés que vous. Donc, le fait d'échanger avec eux vous permet de gagner du temps et surtout d'être efficace beaucoup plus rapidement. Et puis, vous avez des dispositifs aussi mis en place par les bibliothèques universitaires.
Les enseignants vont vous donner des bibliographies extrêmement larges et vous ne savez pas forcément utiliser les bases de données dans les bibliothèques, rechercher un arrêté en droit, quand on n'a pas l'habitude, ce n'est pas forcément évident. Donc, vous avez des tuteurs dans les bibliothèques universitaires qui vont vous accompagner vers cette recherche. Donc, tout cet accompagnement-là, c'est important pour vous et vraiment, allez-y, faites-vous accompagner. Ce n'est que du plus pour vous. Alors, ensuite, on va à la diapo suivante. Insister sur effectivement quelques règles d'or pour réussir à l'université. C'est aller en cours, même en amphi, et c'est surtout être acteur de votre cursus, c'est-à-dire je participe au cours, je approfondis les enseignements que je vais avoir eus en cours, je vais aller voir me pencher sur les bibliographies qui m'ont été données, je vais poser des questions, je vais vraiment être actif et surtout, je vais travailler en groupe. L'isolement, lorsqu'on fait des enquêtes auprès de nos étudiants, on s'aperçoit que l'isolement est source d'échecs. Donc, c'est vraiment, je m'insère dans des groupes, je participe à la vie universitaire et je vais vers les associations. Nous avons des associations étudiantes extrêmement actives dans tous les domaines. Donc, allez vers les associations étudiantes. Il y a des associations dédiées, je dirais, aux étudiants internationaux par grande zone géographique. Et vous allez aussi vous retrouver entre vous. Parfois, ça fait du bien d'échanger avec des camarades qui ont les mêmes origines géographiques. C'est aussi prenez soin de vous. Nous avons des services de santé qui sont à votre disposition pour vous aider si vous avez des difficultés de santé, faites du sport. Nous avons des services qui vous proposent des palettes extrêmement larges de sport. On est des universités en intramuros, mais on va faire de la voile parce qu'il y a des zones aquatiques en banlieue proche et vous pouvez aller faire de la voile, de l'aviron, même si vous êtes dans le quartier latin. Et c'est vraiment, prenez, déconnectez-vous, votre santé physique et mentale, elle est extrêmement importante aussi pour votre réussite. Alors, à la diapo, les dernières diapos, c'est pour vous dire que votre entrée à l'université, donc elle se prépare. Vous avez la chance dans vos lycées d'avoir des équipes pédagogiques qui sont formées et qui vont vous accompagner pour bien faire vos vœux dans Parcoursup. Donc, faites attention, soignez votre candidature, soignez votre lettre de motivation qui complète votre candidature. N'oubliez pas les procédures et validez votre candidature, vous serez inscrit à l'université lorsque vous aurez réglé vos frais d'inscription. À partir du moment où vous allez régler vos frais d'inscription, vous allez entrer dans notre système d'information et puis vous allez avoir votre carte d'étudiant et on va vous donner accès à toutes nos ressources en ligne. On a des environnements numériques avec des espaces dédiés aux primo-entrants. On a des guides d'accueil pour les primo-entrants. Donc, vous allez pouvoir profiter de l'été pour vous saisir de toutes ces informations pour réussir au mieux votre arrivée à l'université et on va vous accompagner au moment de la rentrée à construire vos emplois du temps, par exemple. On vous informera, puisqu'on récupère dans nos systèmes d'information les adresses
des lycéens qui ont passé le bac dans un lycée français à l'étranger. Et donc, on prendra contact avec vous directement pour prendre de vos nouvelles, pour vous donner nos coordonnées et puis vous informer des actions que l'on va mener avec vous, pour vous, en proximité dans nos établissements. Et je crois que j'ai à peu près fini. Je ne sais plus ce que j'ai comme dernière diapo. Donc, c'est ce que c'est important, hein, la logistique, mais je vous l'ai déjà dit, vraiment le transport, le logement, commencer très tôt à travailler et participer, hein, donc rapidement à votre vie d'étudiant. Être étudiant, c'est je travaille mes cours, mais je fais du sport, je prends soin de ma santé, je sors, je rencontre les autres. Voilà, vous êtes jeune et vous avez besoin de tout ça pour réussir. Un étudiant qui est bien dans sa tête, bien dans son corps, c'est un étudiant qui va réussir dans nos établissements. Voilà sur ça. Donc, merci de cette présentation. J'étais un peu rapide, mais bon, si nous sommes à votre disposition pour répondre à vos collègues, pour répondre à vos questions. J'ai des collègues qui sont avec moi, qui gèrent le chat et qui peuvent répondre en direct à toutes vos questions. N'hésitez pas, on est là pour vous, pour vraiment vous apporter le plus d'informations possible. Béatrice, pour l'instant, il n'y a pas de questions auxquelles tu n'es pas répondu sur le chat. Merci. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Vous pouvez nous poser des questions peut-être en direct. Je ne sais pas si tous les micros sont coupés, si vous avez la possibilité de parler, mais si c'est possible, allez-y, reprenez le micro. Stéphane, je crois qu'ils ont la possibilité de se reconnecter. Non. Oui, tout à fait. Tout le monde peut poser ses questions. N'oubliez pas je vois qu'il y a Agnès Garcia Parien, Qui va vous Olivia répondre en Espiel. espagnol si vous pouvez et en anglais. Donc, Entonces, si sin problema, pregunten y si no hacemos la traducción, pero están los representantes de las universidades de París y yo creo Île-de-France. Y pues es un buen momento para tener cualquier duda, resolver cualquier duda, ¿no? Oui, moi j'ai une question, surtout au niveau de la santé. En fait, je n'ai pas très bien compris qu'est-ce que sont les difficultés qu'il y a un étudiant étranger pour arriver à faire ses études en santé. Donc, alors, la difficulté, si vous voulez, c'est que la structuration de nos diplômes dans le domaine de la santé, selon les pays, vous n'avez pas une reconnaissance automatique du même titre et vous devez refaire parfois des démarches dans votre pays pour que le diplôme que vous avez acquis en France vous permette d'exercer dans le pays dans lequel vous souhaitez retourner. Mais si vous passez vos études de santé en Île-de-France et que vous voulez vous installer en France, il n'y a aucune difficulté. Mon idée, c'était effectivement sur le retour dans votre pays. Il faut faire attention effectivement à la reconnaissance du diplôme et à la façon dont l'équivalence est possible. C'est uniquement sur ça que se posait, que Calais m'a mise en garde. D'accord. Donc, c'est surtout un problème de revalidation dans notre Voilà, voilà, c'est tout. C'est uniquement ça. Mais donc, si on veut exercer en France, dans ce cas… Il n'y a aucun souci. Ok, donc ça, c'était mon doute. Oui, pas de souci, merci. Oui. On a Georges Colmiche qui avait levé la main. Georges ?
Oui, bonjour. Je voulais seulement Bonjour. savoir pour les doubles diplômes, j'ai vu dans Oui. plusieurs universités qui te demandent de faire une prépa ou quelque chose comme ça. C'est recommandé pour ce type d'étudiants, mais si on sort du baccalauréat, on a des bonnes notes, on peut appliquer à des doubles diplômes, non? Oui, alors, oui, oui, tout à fait. Nous, pour nos universités en Île-de-France, nous accueillons dans nos doubles diplômes quasiment que des primo-entrants, c'est-à-dire des lycéens qui viennent d'avoir le bac. Et ce sont, comme vous le dites, des bons étudiants parce qu'il faut suivre en même temps deux formations. Là, alors, je parle pour mon établissement, mais dans d'autres établissements, c'est la même chose. Dans les lycéens venant des lycées français à l'étranger, la très grande majorité des lycéens qui sont inscrits à Paris 1 cette année sont des étudiants qui sont inscrits dans des doubles diplômes. Donc, ce qui implique derrière qu'effectivement, ce sont des étudiants qui avaient un très bon niveau, enfin, qui ont un très bon niveau. Alors, Donc, par exemple, si on veut appliquer à la licence économie, sciences politiques en Panthéon, il n'y aurait pas de problème pour appliquer si on a des bonnes notes. Voilà. Si vous avez des bonnes notes, il n'y a aucune difficulté. Votre dossier sera étudié en fonction des bulletins qui figureront dans le dossier Parcoursup. D'accord ? Alors, il y a d'autres questions. Valentina demandait quels sont les prix annuels. Alors, le prix annuel, c'est pour une licence, pour un étudiant qui entre dans les critères, c'est 190 €. Et ensuite, en fonction de l'origine, c'est différent selon les établissements. Merci. Mais alors vous allez sur le site de l'université qui vous intéresse et vous verrez, vous allez trouver par zone géographique le prix de l'inscription. Oui, d'ailleurs, sur LFM Postbac, toutes les universités sont là et il y a tous les liens pour chaque université. Donc, Voilà. si je choisis l'université 1, 2, 3, je peux avoir les coûts d'inscription. Voilà. Exactement, il y a tout. Ouais, il y a une ok. autre question aussi, Béatrice, sur est-ce que les universités privilégient l'accès à la première année de médecine aux étudiants ressortissants des prépas? On va dire aux étudiants de prépa, première année de médecine. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que nos étudiants de première année s'inscrivent en première année de médecine et font en parallèle des classes préparatoires, enfin, vous voyez, des sociétés privées qui, en parallèle, font des cours accélérés pour les accompagner. Mais on ne recrute pas des étudiants qui ont fait une classe prépa 1 an, on privilégie vraiment les primo-entrants. Mais le constat est qu'effectivement, beaucoup d'étudiants de première année de médecine suivent en parallèle des classes prépa le samedi, voilà. Alors, il y a une question de Claudia, mais je crois que là, c'est pas ici. C'est on peut décider entre licence, bachelor ou grande école, notamment pour les études de commerce. Alors, les études de commerce, vous allez faire des études de commerce effectivement dans des écoles de commerce. Alors, faites attention au diplôme qui vous sera délivré. Parce que vous avez beaucoup d'écoles privées qui vont vont délivrer un diplôme qui ne sera pas reconnu comme diplôme de l'enseignement supérieur. Donc, vous allez payer un diplôme qui ne va pas être reconnu. Donc, quand vous inscrivez dans nos établissements, vous êtes sûr que vous aurez un diplôme reconnu. Je pense, par exemple, si vous êtes intéressé par le commerce, nous avons, des masters dans le domaine commerce international, par exemple, marketing, etc., qui sont extrêmement prisés des grandes entreprises. Donc, vous aurez un bac+5 et vous serez vraiment dans les mêmes types de postes qu'un étudiant qui aura fait une école de commerce. Donc, faites attention à la reconnaissance du diplôme lorsque vous allez candidater dans l'enseignement supérieur.
Super. Il y a aussi, quels sont les coûts d'immatriculation, si on peut répondre en espagnol, mais ça, on l'avait déjà dit, non? Les coûts d'immatriculation, on va dire le coût en général, et c'est sur c'est directement, toutes les universités sont sur LFM Ouais. Postbac. Claudia, hay que entrar en LFM Postbac y poner clic en cada universidad y ahí va a venir exactamente la información, ¿no? De inscripción. Il y a aussi Sandrine qui nous demande pour étudier le droit pénal à la Sorbonne, y a-t-il barreau européen et américain? Et combien de places il y a à l'entrée à la Sorbonne? Alors, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cette année, c'est autour de 800 places dans Parcoursup. Donc voilà, donc vous allez arriver à Paris 1, vous allez faire 2 premières années généralistes et ensuite vous allez vous spécialiser. Et nous avons ensuite des prépas via l'Institut d'études judiciaires. Nous l'avons à Paris 1. Il existe aussi à Paris 2 Panthéon-Assas qui vont vous accompagner pour préparer le concours d'entrée au barreau. J'ai ma collègue d'Assas qui est là, qui peut-être… Je confirme. Voilà. On prépare au barreau en France. Voilà, oui. Pour exercer en France. Oui. Ok, entonces nada más para en español, decían para estudiar el derecho penal a la Sorbonne, se prepara para el barreau en Francia. No, barreau americano. Pas de barreau américain. Non. Vale. Entonces, perdón, c'est licence, donc c'est 2 ans plus la spécialité, ça fait combien d'années pour sortir? Ben, vous allez pouvoir, vous allez d'abord valider votre licence, ensuite vous allez entrer en master et vous allez en parallèle préparer l'entrée au barreau. Et après, pour compléter par rapport aux autres pays, vous avez, que ce soit Paris 1 ou Paris 2, des doubles diplomations possibles, comme l'a dit tout à l'heure Béatrice. Et dans ces cas-là, ça vous prépare aussi du coup aux études de droit dans le pays étranger. Donc après, c'est plus facile pour travailler dans ce pays-là. N'est-ce pas, Béatrice? Oui, oui, oui. Donc nous, par exemple, on fait une licence droit franco-britannique, franco-allemand, italien, et puis on avait franco-américain, mais on ne le fait plus parce qu'il y avait très, très peu de place. D'accord, merci beaucoup. Et encore quelques petites questions. Je vais passer tout de suite. Jorge de Icasa tiene una pregunta. Me puedes hacer en español, en francés, como quieras. Jorge. Bon, sinon on continue. Et est-ce qu'il y a, Paola nous demande, est-ce qu'il y a des possibilités d'obtenir des bourses qui couvrent les frais de logement et de l'université? Si oui, sous quelles conditions? Où est-ce qu'on trouve l'information? Alors, vous avez effectivement la possibilité d'avoir des bourses. Vous avez aussi l'AEFE qui vous accompagne pour des dossiers. Le ministère des Affaires étrangères aussi accorde des bourses d'excellence. Ok, il y a aussi, si on étudie droit à la Sorbonne, où peut-on travailler après? Je pense que c'est un peu ce qu'on a dit, non? Au barreau en France, non? Oui. Mais alors, le droit ne mène pas que au barreau, par exemple. Voilà, hein. Vous avez aussi des juristes de nos universités qui vont travailler, par exemple, dans les grandes institutions. On va les retrouver à l'ONU. Enfin, voilà. Donc, on a aussi… Ou dans les entreprises aussi. Mais bien sûr, et dans les entreprises. Hein. Beaucoup vont dans les entreprises, vont faire du conseil, de l'audit, etc. Exactement. Il y a aussi José Parada qui demande l'homologation des diplômes en études de médecine dans l'Union européenne nécessite des tests pour pouvoir continuer nos études ou exercer dans un autre pays que la France. Alors, sur les études de médecine, c'est ce que l'on a dit, on en avait parlé, non? Oui, on en a effectivement, on en a effectivement parlé. Donc, les études de médecine, la reconnaissance du titre que vous avez obtenu en France n'est pas automatique chez vous. Donc, après, selon les pays, soit vous avez peut-être des formations complémentaires à faire, soit on vous demande de fournir des documents attestant des stages que vous avez effectués, etc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, docteur en France,
allez ouvrir votre cabinet, alors, je ne sais pas à Mexico si c'est possible, mais dans beaucoup de pays en tout cas, la reconnaissance, elle n'est pas automatique. Exactement. Il y a aussi des questions sur les bourses, mais comme Olivia nous a envoyé le campusfrance.org, il y a aussi la conférence qui vient de débuter de Campus France. Justement, c'est sur l'idée de tout ce qui est bourse sur la salle 2. Donc, ceux qui veulent voir un peu plus sur les bourses, ils vont avoir un peu plus d'informations là-dessus. Parce qu'il y a des bourses pour les étudiants étrangers. Est-ce que c'est le cas si on voudrait exercer? Alors, est-ce que Laura nous demande si ça va être enregistré, cette conférence, pour l'avoir un peu plus tard? Alors ça, pour l'instant, oui, c'est enregistré, mais alors est-ce qu'on va l'avoir plus tard? Ça, c'est encore, on est là-dessus. Ok. Campus France, les bourses, quelles sont les bourses? Les bourses. Là, ça va aller directement sur Campus France. Je pense que c'est beaucoup plus simple qu'ils aient toutes les informations. Los que quieren ver sobre becas, los invitamos a que pasen directamente en sala 2 ou qui partent à la salle 2. Là, il y a Campus France en ce moment. Notre diplôme niveau licence, par exemple, est valable pour poursuivre nos études dans un autre pays que l'Union européenne. Alors, des équivalences. Alors, nous, si vous voulez, on a nos diplômes qui sont organisés au niveau européen, où vous avez une reconnaissance automatique puisque vous avez des unités d'enseignement qui sont validées et reconnues dans toute l'Europe. Ensuite, après, c'est du cas par cas en fonction de l'université dans laquelle vous allez aller à l'étranger. Il est clair que si vous faites un semestre ou une année dans une université à l'étranger parce que vous êtes dans le cadre d'un partenariat avec une université qui est partenaire de la nôtre, enfin des nôtres, vous aurez une reconnaissance et une validation de vos enseignements de l'année que vous aurez passée à l'étranger. Super. Il y a aussi, qu'est-ce qu'un diplôme d'établissement? Alors, un diplôme d'établissement, c'est différent. Alors, vous avez les diplômes nationaux, licence, master, doctorat, donc qui sont reconnus et homologués, c'est-à-dire que l'État assure en fait le contenu des diplômes et ils sont reconnus notamment pour des équivalences. Le diplôme d'établissement, c'est un diplôme qui est délivré par l'établissement et donc qui n'est pas forcément reconnu dans tous les autres établissements. Le diplôme d'établissement, sa particularité, c'est qu'il est sur des niches extrêmement particulières. Nous avons des établissements qui ont des particularités. Je sais pas, nous, on a un DU, par exemple, sur, je sais pas quel exemple je pourrais vous donner, les entreprises en difficulté, par exemple. C'est un diplôme qui est reconnu dans la profession, etc. Et donc, il n'y a aucun souci. Mais si vous candidatez, par exemple, sur un concours où on vous demande de certifier d'un diplôme niveau Bac+3, ce diplôme, il ne sera pas reconnu. Et les coûts ne sont pas forcément les mêmes. Souvent, un diplôme d'établissement est beaucoup plus élevé qu'un diplôme national, puisque le prix d'un diplôme national est imposé par le ministère. Ok, il y a aussi, bon, il y a plusieurs infos, on a dit sur les bourses, de voir directement sur Campus France et d'aller à Campus France salle 2. Il y a aussi Claire qui nous demande la licence cinéma pratique, licence. Et esthétique, Paris 1, Panthéon, Sorbonne, dit sur le site l'admission et de droit pour les titulaires de L2 de cinéma. Alors non, c'est pas de droit, c'est vraiment sur équivalence et il y a une commission pédagogique qui va étudier votre dossier. Donc elle demande est-ce que je peux m'inscrire de toute façon en ayant mon bac ou j'ai besoin de réaliser ma licence avant? Elle veut s'inscrire en deuxième année? Je sais pas. Alors, Claire, elle est là? Oui, je suis ici. Oui, alors expliquez-nous, j'ai pas bien compris votre demande. Si je peux m'inscrire en ayant fini mon lycée directement ou je dois réaliser une L1 avant de...
Ah non, vous allez passer le bac et vous allez directement vous inscrire en L1 chez nous, licence de cinéma, et ensuite vous allez vous spécialiser au cours de l'année, mais vous n'avez pas besoin de faire une autre L1 ailleurs. On vous conseille vraiment d'arriver dès l'année prochaine, une fois que vous avez validé votre bac, enfin avec vos vœux dans Parcoursup. Ok, merci. Donc, on a encore quelques questions. Étudier post-production, édition de vidéo spécifiquement, y a-t-il des options pour tout ce qui est post-production, édition de vidéo et choses comme ça? Il y a Alors, des options comme ça? nous, les spécialités, elles se font vraiment au niveau du master. Nos licences, elles restent très généralistes. Et étudier interprète et traducteur, quelles sont les options? Alors ça, elles se font, c'est Sorbonne Nouvelle qui a un lien avec l'école d'interprétariat. Donc, il faut d'abord que vous commenciez par un cursus classique, langue civilisation étrangère, et ensuite, vous allez pouvoir intégrer une école d'interprétariat. Est-ce qu'on peut poursuivre nos études en anglais? Assez peu. Alors, dans des écoles, oui. À l'université, on a quelques masters, mais c'est encore très à la marge. Enfin, Caroline, je ne sais pas chez toi. On en a effectivement quelques-uns en anglais en master. Après, il y a de plus en plus de cours en anglais proposés au sein des licences, des cours de droit, par exemple, qui sont en anglais uniquement. Ça se développe pas mal. Et donc après, c'est vraiment ce que je mettais dans le chat, c'est où il faut vraiment regarder l'offre de formation sur chaque université, puisqu'on est de plus en plus à l'international dans nos universités, et voilà, c'est vraiment la majorité de notre offre de formation ne va pas être en anglais puisque nous sommes en France, mais ça se développe. Voilà. Est-ce qu'il existe aussi, il y en a plusieurs, est-ce que le bachelor est un diplôme prestigieux? C'est un diplôme, je pense, le bachelor, il faut. Bachelor, c'est pas Là, on a maintenant le bachelor qui est le diplôme qui est délivré par les IUT. Puisqu'avant, il y avait un diplôme universitaire de technologie qui maintenant va s'appeler un bachelor. Après, les bachelors, vous avez les écoles privées qui délivrent des bachelors. Là, il faut vraiment vérifier au cas par cas comment est reconnu le diplôme qui est délivré par l'établissement privé en question. On nous demande aussi, est-ce qu'il existe la carrera, c'est-à-dire le cursus, on va dire, de gestion, négocios internationales, ce qui est, on va dire, gestion de. Comment on dit ça, Omar? Négocios international. Business, international business. Ouais, international business. Alors, oui, on va l'avoir, ça, mais au niveau des masters, les licences, elles restent assez généralistes. Quelles seront les options pour des étudiants de sciences politiques? Clarisse. Alors, ça dépend. Alors, il ne faut pas confondre Sciences Po Paris ou les instituts d'études politiques de province et les licences de sciences politiques qui sont faites dans nos établissements. Donc, souvent, vous avez en parallèle une licence de droit, une licence de sciences politiques qui est proposée, ou alors une licence de droit avec des options en sciences politiques. La différence se fait surtout en master. Parce que le contenu de la licence de droit, enfin en licence de sciences politiques, on retrouve vraiment les fondamentaux de la licence de droit. Puis on a encore 2-3 petites questions. Si Jorge, j'ai essayé de réactiver ton micro, mais c'est à toi de l'ouvrir, on va dire, mais il est activé. Ensuite, en France, il existe psychologie, et ensuite l'option d'une spécialisation sur la partie, comment on appelle ça, forense, c'est-à-dire tout ce qui est criminaux-judiciaire et tout ça. Est-ce qu'il existe psychologie et ensuite une spécialisation sur la partie
quand on a fait une licence de psycho, alors chez toi, Caroline, il y a des spécialités en criminologie. Oui, alors j'ai pas mais, psycho, mais on a de la crimino, oui. mais Mais au ils ont niveau fait du du droit. master. Mais ils ont Oui, fait, ils et ont au fait niveau du du droit. Il y a master. des certificats de criminologie avec l'Institut de criminologie. Mais après, en psycho, enfin, on n'est pas ici, mais je connais un petit peu, il y a possibilité de faire des choses autour de la criminologie, mais c'est propre à, ça peut être des diplômes universitaires qui sont en lien avec la criminologie côté psychologie. Voilà. Pour Mais la voie accompagner. royale, ce serait la voie royale, normalement, c'est plus du droit, non? Bah, ça dépend de ce qu'on veut faire en Ah oui. crimino. En fait, c'est soit des études de droit, effectivement, soit le côté psychologue. Et du coup, c'est pas la même orientation pratique au niveau du métier. Donc, il faut creuser les deux et voir le projet du jeune. Serait-ce les influences des séries télévisées, ça? Pourquoi pas? Possible, hein. Pour étudier biotechnologie, on a des options dans les universités d'Île-de-France, Paris. Vous allez trouver de la biotechnologie à Sorbonne Université. Attendez, parce que les noms. Sorbonne Université, oui. Université de Paris, je crois. Puis après, vous allez aussi avoir ça sur les universités de province. Mais la spécialisation, elle se fait vraiment plus sur le L3 et pas dès le L1. Ok. Si on fait une licence au Mexique, est-ce qu'on peut faire un master en Europe? Oui, après, c'est sur équivalence de dossier. Hein, donc, il faut qu'il y ait un projet qui soit bien construit. Oui, pourquoi pas. Hein. Jorge Di Casa nous avait demandé, parce qu'il n'arrive pas à mettre son micro en route, mais quant au double diplôme de droit avec le juris docteur américain avec les États-Unis, est-ce que vous le faites toujours à Paris 1 ou Paris 2 ou une autre fac? Nous, on ne fait plus. Il n'y a plus. Non. Et Nous, toi? si, on en C'est ce qu'on a au avait. niveau. Ah, Caroline? On a des diplômes, des doubles diplômes, mais pas au niveau bac plus 2. Vous êtes déjà en droit chez nous les 2 premières années et ensuite vous avez les doubles diplomations. Donc on le fait aussi avec les États-Unis. Voilà. Donc ça existe toujours chez nous. Super. Quelle université pour Monsieur. étudier? Oui, oui. C'est moi? Non, Pardon, moi. au sujet du master. Pour l'université SAE, est-ce que vous savez s'il y a... Là, on n'entend pas bien. Isabella, on va revenir. Quelle université pour étudier architecture? Architecture, ce sont des écoles d'architecture avec des concours d'entrée. Ok. Donc là, Claire, architecture, concours d'entrée, école d'architecture. Voilà. C'est l'université de Marne-la-Vallée qui héberge l'École nationale d'architecture. Université de Marne-la-Vallée. Ok, Université de Marne-la-Vallée qui héberge. Ok, donc la bonne réponse, L'École c'est nationale pour Carolina. Ouais, elle fait partie Université du Marne-la-Vallée. du groupement des établissements de Gustave Eiffel. Ah! C'est le dernier mot à la mode. Ok, bon ben voilà, Ils ont changé de nom. Ah ouais? Ils vont mettre quoi? Ah bah, c'est plus l'UPEM, c'est plus Marne-la-Vallée, c'est Gustave Eiffel. Donc, ils sont Ah oui, c'est regroupés celui et de Gustave dedans, il y Eiffel. a l'école d'architecture. Donc, Carolina va voir Gustave Eiffel directement sur LFM Postbac pour voir le reste des inscriptions et leur demander un peu plus d'infos. Charlotte, je n'ai pas compris la différence entre la licence en sciences politiques et les diplômes des IEP ou Sciences Po. La différence, c'est que pour intégrer les IEP ou Sciences Po Paris, c'est sur un concours que vous allez passer à la sortie du bac, alors que pour rentrer à l'université, vous allez rentrer via la procédure Parcoursup. Et ça sera la licence autour de la science politique. Ouais. Alors qu'en IEP, vous avez différentes spécialités possibles. Alors que là, vous rentrez dans une licence sciences politiques pure, avec un peu de droit, un peu de tout, mais vous avez de la science politique en tant que discipline universitaire. Voilà. Et ce que l'on retrouve, c'est que, par exemple, nos étudiants qui vont faire une licence de droit ou une licence de sciences politiques vont ensuite candidater dans des IEP ou Sciences Po Paris pour faire un master. Ou rester chez nous pour faire des masters en sciences politiques. Ok, merci beaucoup. Il y avait aussi, si on fait des études de médecine, ça on avait parlé pas mal de médecine au Mexique et ensuite on peut faire une spécialité en France. Ça, j'en sais rien. Là, j'avoue que je ne sais pas. Honnêtement. Sur la médecine, je sais pas. Non, je ne sais pas. Quelqu'un qui sait ici?
les universités de Paris, Olivia, est-ce que tu te souviens? C'est assez compliqué les études de médecine. Ouais. C'est surtout très long en France. C'est au moins 10 ans, avec une première année qui est quand même assez particulière parce que il y a des examens sur lesquels, à la fin de l'année, on ne peut pas forcément redoubler. Donc, on peut être amené du coup après à choisir d'autres parcours. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe, les études de médecine. Et il vaut mieux peut-être que du coup, on vous réponde de manière plus personnalisée parce que c'est vraiment des parcours très denses. Du coup, on vous conseille plutôt de contacter les adresses génériques données par tout à l'heure de Béatrice. Alors, sur Paris, c'est l'Université de Paris. Après, il y a l'UPEC qui a aussi médecine. Il y a Versailles-Saint-Quentin, Versailles-Saint-Quentin. l'université Et Sorbonne Université. Alors, pour les doubles licences, comment on fait le choix de la deuxième? Est-ce que l'on peut trouver… Non, en fait, ce n'est pas vous qui faites le choix de la double licence. Hein, vous avez une liste qui vous est proposée et vous allez faire droit économie, par exemple, mais vous n'allez pas faire… Enfin, droit, c'est le mauvais exemple parce qu'il y en a beaucoup de doubles en droit, mais… Enfin, voilà, c'est imposé, c'est une liste, ce n'est pas vous qui faites votre catalogue. C'est fait exprès pour que les emplois du temps se coïncident, etc. Donc, c'est toute l'administration à travailler pour la possibilité d'arriver à suivre les 2 licences en même temps. Il y avait des questions autour des universités et le journalisme. Alors, à Paris 2, nous avons un institut français de presse. Ouais. Donc, c'est vous qui êtes quand même les mieux placés. C'est le moment par la de profession. dire comment ça marche, non? Sur Paris 2. J'ai pas compris, pardon. C'est le moment J'ai de pas dire entendu comment la ça question. marche. C'est le moment de dire comment ça marche le journalisme à Paris 2, non? Le journalisme à Paris 2, bah, vous avez une licence d'information communication dès la première année, enfin dès la sortie du bac. Et ensuite, vous avez différents masters, donc un propre au journalisme qui est sur concours, puisque la profession est réglementée. Et je ne vous cache pas que c'est un master très demandé et très attractif, puisqu'il est très ancien. Et il a très bonne réputation dans le monde du journalisme. Et il n'y a pas beaucoup d'universités, enfin d'écoles publiques, donc des universités qui délivrent le titre de journaliste. Voilà. Après, il faut peut-être préciser que les concours d'école de journalisme, ils sont ouverts souvent à partir de Bac+2 ou Bac+3, mais que les étudiants peuvent le présenter en venant, entre guillemets, de n'importe quelle discipline. Il n'y a pas un cursus type en post-bac pour se lancer ensuite dans le journalisme. On peut commencer par faire du droit, on peut commencer par faire de l'histoire, on peut commencer par faire de la biologie, et ensuite présenter les concours à partir de Bac+2 ou Bac+3. Ce sont des concours qui sont quand même très exigeants dans les écoles de journalisme. Donc, du coup, il faut aussi très tôt avoir des stages ou des immersions dans l'environnement professionnel du journalisme que l'on souhaite. Et ce qui est notamment recommandé, c'est de faire des stages, si possible, en rédaction. Et pareil pour le master de journalisme, vous pouvez très bien venir de droit, de différentes disciplines et vous investir dans le monde de l'audiovisuel à travers les associations ou effectivement des stages ou des jobs l'été, etc. Donc, ouais, c'est un profil qui peut être varié. L'accès est varié. Ça peut faire partie des débouchés du droit qui ne sont pas forcément évidents au départ quand on entreprend les études de droit. Mais quelle que soit la discipline, comme le dit Olivia, il faut savoir écrire. Parce qu'il faut quand même cette appétence pour l'écriture. Alors, quelle est la meilleure université pour faire du droit? En fait, si vous voulez, nous avons des programmes nationaux. Donc, en fait, les programmes, ils vont être quasiment identiques. Les universités de droit en Île-de-France sont extrêmement demandées. Donc, du coup, on vous invite vraiment à candidater dans toutes les universités pour être, si c'est vraiment votre projet, de faire du droit. Et ensuite, vous irez là où vous êtes pris. Et par contre, vous aurez affiné votre projet durant votre licence de droit. Et au moment de faire le choix du master, là, vous allez choisir la spécialité de droit qui est la plus renommée, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous voulez faire du droit social, vous avez intérêt à venir à la faire à Paris 1. Si vous avez des choses… Ou à Paris 2. Ouais, non, nous, on est meilleurs. Des choses, je ne sais pas quoi, en criminologie, il vaut mieux aller à Paris 2. Enfin, vous voyez, après, on a aussi nos spécificités disciplinaires.
Et toutes les cartes sont redébattues au niveau des masters, puisque vous êtes sélectionné à l'entrée du master. Donc, Au niveau aussi, pour les écoles d'ingénieurs, je pense qu'on a pas mal parlé des Gustave Oui. Eiffel. Oui. Donc, en général, sur les écoles d'ingénieurs, je pense que ça part là-dessus, non? Bah, il y a Bah, tout Polytech, dépend donc ce aussi. qu'on appelle les Polytech, donc vous en avez intégré à Paris Sud, vous en avez une qui est intégrée à Paris Sud, à l'UPEC, il y en a une. Voilà, donc Et à c'est l'UVSQ vraiment à l'UVSQ l'UVSQ. aussi. Ouais. Après, je peux juste ingénieur. Au niveau des études d'ingénieur, effectivement, tout dépend des spécialisations. Parce que ingénieur, c'est un mot fourre-tout en soi. Tout dépend, parce qu'on parlait aussi, il y a une question juste après sur l'animation du jet digital, notamment à Gustave Eiffel, vous avez une académie d'ingénieurs, Galésie Marne-la-Vallée, qui propose aussi des cursus sur le digital. C'est vrai aussi, parce qu'ingénieur, en général, on parle d'ingénieur, il y a énormément de... Énormément de trucs. Il y a énormément de trucs à l'intérieur d'être ingénieur, et c'est pas... Maintenant, on est sur le digital aussi. Et Très le bien, titre Laurent. d'ingénieur relève d'une école d'ingénieur. Le titre. Après, on peut se prétendre ingénieur sur un poste de travail, mais le titre relève de l'école d'ingénieur. Quelle est la licence, est-ce que la licence de sciences humaines et sociales permet de lancer par la suite dans la branche de l'humanitaire? Ouais, alors en fait, c'est le grand domaine. Hein, et dans sciences humaines et sociales, on a va être intégré l'histoire, la philo, la socio, voilà. Et après, nous, ce qui se passe, c'est que aller vers l'humanitaire, c'est souvent au niveau des masters que l'on va faire des masters spécialisés sur le développement durable, sur les aspects humanitaires, mais c'est vraiment au niveau du master que va se faire la spécialisation. Okay, tout ce qui est bon sur sciences politiques, on en a déjà parlé. Généralement, on avait dit qu'étudier vraiment à l'intérieur des universités de Paris, c'est une vraie licence d'études politiques. Ouais. Donde recomiendan estudiar les arts plastiques et digital et numériques avec renforcer le domaine technique, mais aussi une formation humaniste. Alors, je ne sais pas, Laura. Est-ce qu'il y a non, art plastique digital? Ben, vient de le dire, Laurent. Alors, nous, Laurent. on a art plastique classique, je dirais. Voilà. Pas digital. Digital, ça va plutôt être dans des écoles. Oui, c'est ça, c'est de art plastique. Alors, art plastique et digital, c'est un peu deux mondes qui s'opposent en soi, mais effectivement, après, c'est plutôt les animations 3D. Voilà, c'est ça. Je pense que ça va plus là-dessus, l'animation numérique et les différentes animations. Oui, alors voilà, nous, pas trop, on n'est pas trop sur ça. Vous avez l'école des Gobelins où vous allez être le spécialiste de l'animation en 3D. C'est pas trop encore dans nos universités. Non, non. Il y a d'ailleurs sur LFM Postbac, vous pouvez aller voir, il y a pas mal. Et il y en a quelques-unes à Paris aussi. Il y en a aussi aux États-Unis sur ce qui est, on va dire, animation digitale. Non. Ouais. Après, bon, il faudrait voir avec eux si qu'est-ce que ça veut dire humaniste généralement. Double licence, comment on fait le choix de la deuxième? Mais c'est ce qu'on a dit, il n'y a pas le choix de la deuxième. Il n'y a pas le choix. Elle est imposée. Non, voilà, c'est clair. Dans une large palette, hein, quand même, mais elle est imposée. J'ai une question. Alors, où est-ce qu'on peut trouver la liste des doubles licences? Genre, où est-ce qu'on peut... Alors, est-ce que d'abord, est-ce que vous savez quelle est la dominante que vous souhaitez avoir? Vous voulez faire du droit avec autre chose ou de l'économie avec autre chose ou est-ce que vous avez déjà une idée? Oui. Alors, c'est quoi? C'est peut-être de la psychologie. Des doubles en psycho. Voir si Nanterre le fait, droit psycho, je sais pas. Nous, on n'a pas, c'est sûr. Je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de doubles avec psycho. Mais parfois, vous avez en psychologie la possibilité de faire des DU en droit, des petits compléments de formation.
Faut voir au niveau des formations, des universités proposées, qui proposent la psycho, ce qu'ils proposent en plus. En tout cas, en droit, nous, on ne propose pas un DU de psycho parce qu'on n'a pas psycho au sein de l'Université Paris 2. Il faut voir ceux qui ont les 2 diplômes, en fait, les 2 formations. D'accord, merci. Mais quand vous regardez les brochures info licence dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il y en a une qui est sur la psychologie, et à l'intérieur, si elle est double, vous allez pouvoir trouver une double licence en psychologie. Et c'est vrai aussi que sur le stand des universités de France, il y a le PDF. Alors là, on a tout englobé avec les différentes universités. Il y a pas mal de lectures, Ouais. mais c'est plutôt complet. C'est Bon. plutôt complet. Il y a tout ce qui se fait après Parcoursup, tout ce qui est Parcoursup, il y a toutes les informations des universités. On peut prendre le temps de le télécharger et de suivre un peu. Gestion de négociation, on en avait, je crois, parlé un petit peu. Les universités peuvent-elles nous aider à trouver un logement à 11 heures? Comment c'est pas à 10 heures, à 11 heures? Les informations des bourses sur les aides en fait de Campus France, mais les universités avec le Crous, non? Oui, c'est le Crous qui va Le vous Crous. accompagner, que ce soit pour les bourses, pour le logement, pour la restauration. Et les universités, non, vont pas forcément vous accompagner pour le logement. Par contre, au sein de chaque établissement, vous avez des personnels du Crous qui sont présents, des assistantes sociales, par exemple, qui vont vous aider. Et puis, je vais être franc aussi, en général. Au début, Béatrice disait, ouais, on est loin, tu peux trouver un appartement là, mais c'est loin, il faut traverser Paris. Mexique, c'est grand. C'est énorme. À Paris, tu le traverses en une demi-heure à peu près. N'oubliez pas d'acheter votre passe Navigo. Et puis, en général, c'est beaucoup plus petit, mais je peux vous dire que c'est vrai que c'est grand, mais non, mais la ville de Mexico, c'est énorme. Donc, ça va vous paraître. Donc, ils sont habitués à faire de grands trajets, etc. Oui. Donc, allez-y, traversez Paris. Traverser Paris. Non, mais c'est vrai, en fait. C'est vrai que c'est plutôt pas mal organisé. C'est plutôt même très bien organisé, le transport public sur Paris. Oui. Avec un bon pass Navigo, on arrive vite fait, quoi. Néanmoins, on recommande quand même aux étudiants d'essayer de ne pas avoir plus de 1 heure, 1h30 de trajet entre le domicile et les études, parce que sinon, ça prend vite un pas un peu lourd. Bon, là, il y a maintenant un peu plus de cours en distanciel, ça peut arriver plus fréquemment. Mais quand les étudiants ont beaucoup de trajets à faire… Moi, je pense qu'une demi-heure, c'est plutôt bien, non? Vous en pensez quoi? Oui, une demi-heure, c'est très bien. Il ne faut pas aller trop… c'est parfait. Il ne faut pas aller plus loin. Ouais. Non. Il ne faut pas aller plus loin. Mais c'est pas très évident de se loger dans Paris. Donc, du coup, on peut être amené à se loger en périphérie. Et donc, du coup, être vigilant sur les accès. C'est pour ça qu'il y a la carte. Et sur la carte que vous avez vue, allez voir plus ou moins où c'est. Si vous partez sur Marne-la-Vallée et puis que vous habitez de l'autre côté, c'est vrai que là, ça commence à te faire… Si on prend le RER, c'est là que ça devient compliqué. Oui. Le droit des affaires, faut-il présenter est-ce qu'il y a des possibilités de licence biotechnologie, on en a parlé, master, je ne sais pas si vous voyez des questions, Caroline, qui vous intéresse, Olivia, qui vous intéresse, si on peut répondre. On a essayé d'y répondre. Après, il y a des questions sur quels sont les masters en droit proposés à la Sorbonne. Après, il faut peut-être regarder sur le site parce qu'il y a une multitude de masters proposés. J'étais en train de copier le lien sur le site. Voilà, il y a plein de… Je pense qu'on a essayé d'y répondre, Olivia, Agnès et moi sur le chat un peu en direct. Mais… Prenez le temps de bien étudier, de bien voir ce qui se passe, comment ça marche. Après, je voulais juste dire que c'est un petit peu difficile de répondre pour toutes les universités, puisque comme Béatrice a dit, on représente toutes les universités d'Île-de-France. Donc, elle vous a bien recommandé d'aller voir les fiches info-licence qui sont par domaine. Et après, en fonction du domaine, vous allez avoir l'adresse de chaque université à l'intérieur de la fiche, ses spécificités. Et il vous suffit du coup d'aller sur le site de l'université pour trouver l'information. Je profite que j'ai la parole pour répondre sur le maths appliqué. Nous avons un programme à Paris 1 en maths appliqué, mais il y a aussi d'autres universités qui le proposent. Donc voilà, il faut consulter les fiches sur le site du rectorat. Je viens de mettre le lien pour tout le monde. Là, en général, on est vraiment avec les personnes
je sais pas, Béatrice, Agnès, Olivia, je vois Caroline, Laurent, qui sont vraiment sur ces universités-là. On parle de belles universités, vraiment de très belles universités sur Paris et Île-de-France. Alors, on m'interpelle particulièrement sur Assas, donc je vais en profiter pour répondre aux 2 ou 3 questions sur Assas. Il n'y a pas de concours d'entrée à Assas pour une licence classique. Elles se font sur Parcoursup, traditionnellement, comme toutes l'offre de formation des universités de France. Au niveau des doubles licences, certaines pour le moment, mais rien ne dit que ça ne changera pas d'ici 2 mois, parce que nous n'avons pas encore les informations sur le Parcoursup 2022. Peut-être qu'il y aura certaines doubles licences qui seront toutes sur Parcoursup ou qu'une partie. Ça, je n'ai pas encore l'information. Nous avons aussi un collège de droit et un collège d'économie qui sont normalement hors Parcoursup, mais peut-être qu'elles vont intégrer Parcoursup aussi. Et là, il y avait traditionnellement une après-midi de test de logique pour le collège de droit. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous appelez concours d'entrée, mais effectivement, il y avait le bac, la mention très bien au bac avec des exigences de niveau, puisque vous avez le collège en plus de la licence. Et en plus, vous passiez un questionnaire, un test de logique pour voir si vous aviez l'esprit logique attendu, donc ça fait partie des attendus des licences de droit. Donc voilà, donc ça après, c'est la photographie maintenant. Rien ne dit que ça sera le cas dans 3 mois et je n'ai pas encore les informations. Et alors sur les doubles licences droit français-américain, je n'ai pas forcément de double licence. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a des partenariats possibles après, mais on commence à faire du droit en France et après, il y a des partenariats possibles pour partir à l'étranger. Mais je n'ai pas dès la première année de double licence droit franco-américain. Ça, je n'ai pas en première année. Alors, il y a beaucoup de questions autour du droit. On vous conseille vraiment d'aller écouter, vous inscrire plutôt au MOOC. Le droit est pour moi, il a été fait par Paris 2. Et absolument. Et où on déconstruit un peu et on donne des conseils. Et un autre MOOC qui est l'université est-elle pour moi? Non, c'est quoi le titre exact? C'est ça? La fac, pour qui, pourquoi? Et voilà. C'est très, très enrichissant. Je pense que je vais les suivre, les cours du MOOC, parce qu'on vous explique un peu la prise de notes. Il y a plein de choses qui sont abordées et c'est très riche. Et je pense que toute personne devrait s'inscrire pour progresser. Et il y a un gros travail qui a été fait. Et effectivement, le droit, pour moi, est un MOOC très, très suivi et très intéressant pour des lycéens qui n'ont jamais fait de droit. Et ça ne s'adresse pas qu'aux étudiants qui voudraient venir à Paris 2, mais vraiment à l'ensemble des étudiants qui souhaiteraient faire du droit en France. C'est vraiment ouvert sur tout. Et vous avez la même chose pour les IUT. Il y a eu un MOOC qui a été fait pour les buts. Oui. Donc, vraiment, regardez l'offre de FunMOOC. Et il y a vraiment un certain nombre de MOOC qui vous sont proposés pour vous accompagner dans votre choix. Et puis, l'invitation aussi, c'est que directement sur LFM Postbac, chaque université a son lien, chaque université, on peut avoir plus d'informations, mais aussi quand vous cochez, je suis intéressé par cette université-là, celle-là, 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 je suis intéressé à la fin de ce salon. Chaque université recevra les personnes qui sont intéressées pour envoyer un peu plus d'informations ou quoi que ce soit. Oui, donc si effectivement il y a des questions, etc., n'hésitez pas et de toute façon, on répondra à vos questions. Exactement. Alors, il y a une question pour la Sorbonne, mais tout à l'heure, j'ai parlé de mention très bien pour venir à Paris 2, c'est pour le collège de droit. Pas forcément pour l'ensemble des licences. Alors, mention très bien au bac. Dites-vous que vous serez affecté chez nous avant d'avoir vos résultats du bac. Donc, c'est vraiment vos résultats de premier semestre, premier trimestre, deuxième trimestre qui vont être pris en compte par les équipes pédagogiques via Parcoursup. Quand on fait après coup l'analyse des étudiants, on s'aperçoit que effectivement les étudiants, par exemple, qui sont pris en licence de sciences politiques à Paris 1, la très grande majorité ont eu mention très bien au bac.
Mais au moment où ils ont été choisis dans l'application, vous n'aviez pas encore le bac. Mais souvent, il y a une corrélation quand même entre la mention au bac et le résultat, enfin, les notes que vous avez eues tout au long de l'année scolaire. Et c'est pour ça que le collège de droit, qui était un candidature décalée, il y avait la nécessité d'avoir le résultat au bac. Mais ça, Voilà. c'était cette année. Dans 3 mois, je ne sais pas si ça sera encore le cas. On peut peut-être aussi dire que ceux qui ont des mentions très bien au bac, ou en tout cas ceux qui ont les meilleurs résultats dans leur établissement au bac, l'algorithme Parcoursup leur permet aussi de remonter dans les listes de classement si jamais au moment de résultats du bac, ils n'ont pas encore eu de réponse sur les formations qu'ils souhaitaient. Il y a entre guillemets, une revalorisation du classement sur Parcoursup après les résultats du bac. Une séance de rattrapage. Alors oui, c'est vrai, pardon, je n'avais pas pris ça en compte, que vous êtes dans l'hémisphère sud, donc vous serez en décalage. Donc effectivement, si vous aurez vos résultats du bac et vous aurez votre mention très bien, donc ça va tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Olivia, ça va renforcer votre candidature. Il y a des bourses pour les universités en droit. Enfin, oui, il y a des bourses dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit pour les étudiants étrangers ou pour les étudiants français. On propose des bourses pour toutes les universités, quelle que soit la spécialité. Et vous avez des bourses d'excellence en particulier qui sont pilotées, organisées par l'AEFE. Et justement, c'est pour ça qu'avec Mylène aussi, on a organisé pour que d'un côté soit vraiment l'AEFE pour toutes ces infos, toutes ces informations-là en relation aux bourses et tout ça directement avec l'AEFE à 11h, salle 2. D'accord. Bon, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on a fait le tour. Ok, bon, bah, c'est parfait. Maël, et puis... Parce que j'ai vu... Ah non, plus Maël. Parce que j'ai vu pas mal d'étudiants, parce qu'on était pas mal, mais j'ai vu pas mal d'étudiants par fenêtre. Donc, des fois, ils étaient à 7 ou 10 par fenêtre. Donc c'est assez intéressant. Ils sont en classe, en fait, tous ensemble. Ben, en fait, ils sont en classe, je crois, non? Exactement, ils sont en classe. Il y a, par exemple, David, si tu vois en haut, il y a le professeur qui projette la conférence pour tous les élèves. D'accord. Alors, probablement, il y a moins d'élèves inscrits un par un, mais il y a des groupements d'élèves et aussi les professeurs